Merci Frédéric d'être de retour ce matin. Je te refais encore les commentaires très positifs suite à la conférence. Beaucoup de questions sont restées non répondues. Les gens étaient très intéressés par ton histoire, donc on va prendre le temps de répondre à ça ensemble ce matin. Ça me fait plaisir. Super. Allons-y dans un ordre quelconque. Il y a Jonathan qui nous demandait plus une question gestion de projet. Comment il fait, comment Frédéric fait pour choisir ses prochains projets? Donc, en général, ton plan de carrière. Comment est-ce que les tâches sont organisées? Comment elles sont décrites? Dans le fond, comment ils font pour coordonner les opérations de leurs différentes équipes remote pour que les messages se rendent à tout le monde et que personne ne se pose la même question sur ce qu'il doit faire? Donc, j'imagine une question générale, deux questions en réalité. Une sur la liberté que tu as dans tes choix de projet et de carrière, puis comment ça fonctionne vraiment la gestion de projet d'une équipe remote. Côté choix de carrière, dans le monde spatial, ça fonctionne probablement comme dans bien des mondes. Là. On est on travaille pour les gouvernements en recherche spatiale. Alors, il y a des requests for proposal qui sortent, des demandes de proposition de l'agence de la NASA ou dans le cas des projets canadiens, ça va être l'Agence spatiale canadienne, la Défense nationale. Et on fait simplement répondre à ça sur ceux qu'on pense qu'on a une chance ou qui est dans notre créneau. Alors, il y a beaucoup de travail à côté des missions sur faire des propositions. Il y a un bon roulement là, chez Kinetix de mission en vol versus proposition. Puis, il y a différentes phases de développement aussi là, dans les missions. Il y en a qui sont en début, il y en a qui sont vers la fin. Donc, une des questions aussi qui revenait là, durant la soirée, c'était, tu avais participé à plusieurs missions. Est-ce qu'il y en a qui se chevauchent? Est-ce que, comme tu expliquais, tu n'es pas toujours à 100% sur une mission? Comment ça fonctionne, là, différentes missions? Oui, c'est effectivement un problème quand il y a un chevauchement il y a des fois, on est chanceux, puis l'activité intense sur une mission va pas être en même temps que l'autre. Comme New Horizons, c'est arrivé l'été passé, ça a bien à donner pour Kinetix. Par contre, on va avoir un problème. En 2019, New Horizons va arriver à l'astéroïde MU69, notre prochaine cible, en même temps que OSIRIS-REx arrive ou est en phase finale de cartographier l'astéroïde. Je me souviens plus exactement, mais je sais que ça inquiète bien le monde. On va avoir un rush en même temps. Là. Fait que ça prend une équipe qui est capable de travailler sur les deux projets en même temps. Il faut dédier du monde plus d'un bord, plus de l'autre, c'est sûr. Comme moi, je suis vraiment plus New Horizons que OSIRIS-REx. Puis, je pense que dans la question, on me demandait comment on fait pour être sûr qu'il y a des zones grises. L'idée, notre méthode de travail, c'est d'avoir des team meetings où est-ce que les tâches sont bien identifiées, puis de faire un suivi régulier. Puis, étant à distance, c'est bien important de se rencontrer face-to-face, comme on dit, de temps en temps. Puis la fréquence de tes suivis, comme souvent, nous, on essaie d'avoir même si on est distant avec nos clients, d'avoir des meetings à tous les jours, là, de créer les occasions de se jaser puis de se voir, même si on est remote. C'est un peu pareil pour toi ou vous avez besoin de temps un peu plus focusé pour faire autre chose? Si on se rencontrait nos clients tous les jours, on ferait rien que ça des meetings. Je te dirais une fois par semaine, mais il y en a plus un peu parce que ça dépend des équipes de travail. Des fois, ça va être très focusé navigation, des fois, ça va être plus général le projet. On marche, probablement que tout le monde fonctionne comme ça. On marche sur une base hebdomadaire. Fait qu'à chaque semaine, on répète un peu les mêmes meetings. Okay. Ça semble bien fonctionner. C'est intéressant, oui, ça semble effectivement être quelque chose de possible, mais ça l'est pour nous, donc j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Question suivante de Benoît qui demande, question intéressante, comment déterminer si une planète comme Pluton a une atmosphère? Les techniques de prise de photos, une fois dans le cône d'ombre ou d'éclipse solaire de ces planètes, sont-elles fiables?
l'épaisseur, type d'atmosphère, composition gaz, tout ça, peuvent-elles être déterminées avec précision? Oui, super intéressant. C'est vraiment pour détecter l'atmosphère, c'est de faire l'occultation que je parlais là, lorsqu'on prend la mesure de l'autre côté. L'idée, c'est que les ondes radio vont passer au travers de l'atmosphère et sont distorsionnées un peu. En même temps, on a des spectromètres à bord qui vont mesurer les différents constituants de l'atmosphère. C'est assez précis, oui. Par contre, là, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, c'est pas vraiment mon créneau, mais je sais que c'est assez précis. Puis, pour ce qui est du Charon, on n'a pas détecté d'atmosphère. Pluton, on l'a caractérisé de façon plus précise que ce qu'on avait, évidemment. C'est une atmosphère qui est plus mince qu'on pensait. Ça s'échappe dans l'univers. Parce que c'est intéressant, là, malgré la distance, avec les photos qu'on avait de bord, on avait la certitude qu'il y en avait une, mais on n'avait pas de sa composition, j'imagine, ou sa taille, là. Effectivement, il y avait beaucoup d'incertitudes sur la composition et la taille de l'atmosphère. Puis là, c'est vraiment plus précis. Je ne peux pas donner le chiffre exact, mais je le sais. Deuxième question de Benoît qui demande, parmi les 9 corrections de trajectoire là, durant le voyage, il y a eu également une poussée gravitationnelle, un slingshot par Jupiter. Expliquez aux gens un peu comment ça fonctionne, ce type de poussée, comment c'est pris en compte, l'incertitude au travers de tout ça. Peux-tu nous en parler? OK, l'incertitude va vraiment nous venir de l'incertitude sur la position relative de la sonde par rapport à la planète. Et la façon que ça fonctionne, une poussée gravitationnelle, c'est bref, l'énergie de Jupiter est en orbite autour du Soleil à une certaine vitesse. Alors quand je sais pas si je vais essayer que mes mains voient la caméra, là, quand Jupiter bouge puis on passe à côté, c'est comme si ça nous attire et elle nous propulse plus loin. Je pourrais donner l'analogie d'un danseur qui va prendre sa partenaire avec sa main puis il va la lancer plus loin. On imagine on peut la lever dans les airs. C'est un peu le même principe. Mm-hmm. Alors la gravité de Jupiter est donnée un petit peu à New Horizons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effet inverse, Jupiter ralentit un temps soit peu avec New Horizons. Mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Action-réaction, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis est-ce que ça introduisait... Juste pour terminer. Ben oui, vas-y. Excuse-moi, c'était juste pour terminer le côté incertitude. C'est évident qu'après un flyby comme ça, va falloir réajuster un petit peu. Fait qu'on a planifié une manœuvre avant puis une après. Et si je me souviens bien, moi j'étais pas là, mais si je me souviens bien lors des choses, la manœuvre après a été cancellée parce que c'était pas, les incertitudes n'étaient pas si grandes que ça comparé à ce qu'on a. La propagation de l'orbite jusqu'à Pluton, c'était très dominé. Puis, on comprend que tu bénéficies d'un temps de voyage réduit avec cette accélération-là. Est-ce qu'il y a un risque, là? Est-ce que tu pèses le risque de complexifier ton trajet en passant près de Jupiter? Puis, on ne sait pas non plus ce qui peut arriver versus... je ne sais pas combien de temps ça vous aurait ajouté au trajet si vous n'aviez pas bénéficié de ça, mais y a-t-il une partie de risque ou c'est quelque chose qu'on maîtrise bien aujourd'hui? Puis... C'est assez bien maîtrisé. Le risque, une fois que la trajectoire est calculée, parce que dans le fond, le New Horizons, c'était un flyby. Il y a des missions beaucoup plus complexes que ça. Qui font plusieurs flybys. La design de la trajectoire, c'est un processus assez compliqué pour optimiser ça. Mais une fois que c'est fait, naviguer ça se fait assez bien. Il n'y a pas beaucoup de risque de se tromper. Comme j'ai dit, on sait qu'on va avoir une certaine erreur, alors on planifie des manœuvres de correction. Ces manœuvres-là sont sizées selon l'incertitude qui est connue sur la trajectoire. Tout ça est comme simulé d'avance, puis on va amener avec nous le carburant nécessaire pour pouvoir couvrir là, un 6 sigma d'incertitude.
Isabelle, les gens qui nous demandent, tu as mentionné à un moment donné le point, on se sert d'un point inertiel là, durant le trajet, à désirer savoir, c'est quoi au juste ça, ce point inertiel-là? Je ne sais pas si tu te souviens de la... C'est peut-être quand j'ai parlé du quasar, penses-tu? Euh, Peut-être, ou sinon c'était vraiment, c'est ça, dans tes calculs de trajectoire, tu as mentionné ça à un moment donné, on s'en va vers un point inertiel, puis Oui, je comprends. C'est plus une question de, à la base. Là, les corps célestes sont en mouvement partout. Fait que pour pouvoir se donner une référence, on a un système inertiel. Inertiel, ça veut dire que c'est des directions fixes dans l'univers. Alors, pour les terriens que nous sommes, c'est souvent associé je vais le dire en anglais, le vernal equinox, l'équinoxe, je ne sais pas. Alors, c'est une étoile dans le ciel qui va définir, mettons, un axe X, puis on va faire un système orthogonal selon le plan de l'écliptique. Et la troisième dimension va suivre. Et ça, c'est comme à la base, tous nos satellites sont intégrés dans ce système-là. Alors, quand on positionne Pluton par rapport au Soleil, on va être dans un système de référence fixe. Oui, ben, j'imagine que ça simplifie de beaucoup. Sinon, si tout est en mouvement, incluant ton plan cartésien, Il faut constamment faire la relation entre différents systèmes de référence. Évidemment, il y a le système référentiel de New Horizons qui, lui, tourne. Ouais. Alors, on va avoir des conversions entre ce système-là et le système inertiel. Mais ça peut jouer dans les détails importants parce que il y a plusieurs, ça se complexifie assez. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est que même pour l'horloge qu'on utilise, la détermination du temps, c'est un sujet qui est en soi banal, mais moi, juste pour vous dire, j'ai fait une session entière à l'université sur le temps. Parce que on sait on vient d'avancer l'heure de l'Est, là. Mais il y a l'horloge atomique, il y a l'horloge reliée au système solaire, il y a la Terre, il y a les années bissextiles, il y a des secondes qu'on rajoute de temps en temps que le monde ne connaisse pas trop. Dois-tu faire également des ajustements de temps versus la gravité qui va dilater imperceptiblement tes horloges quand tu es passé près de Jupiter? C'est-tu assez pour fudger tes horloges, puis que là, tu dois ajuster un peu, ou ça devient minuscule, puis tu n'en tiens pas compte? Oh, bonne question. J'ai envie de dire, je m'en tiens pas compte. Par contre, le logiciel qu'on utilise, je sais qu'il y a un élément de relativité là-dedans qui est tenu compte. Je ne sais pas exactement si... On ne fait pas d'ajustement d'horloge, je pense pas. OK. Toujours, Isabelle, les gens qui nous demandent, je vais te poser deux questions immédiatement. Charon, le nom de la Lune, en l'honneur de qui? Et autre question, c'était quoi ton facteur de risque là, de collision avec un autre corps céleste durant le trajet ou à l'arrivée? Oui, OK. La Lune Charon, c'est nommé dans l'optique des divinités romano-grecques, un peu comme tous les planètes. Pluton était le dieu des enfers. Charon était si je me souviens bien, c'était le guide qui permettait de traverser la rivière Styx, qui était la rivière des enfers. Styx est alors une des lunes du système plutonien. Ouais. Il y a Kerberos aussi qui était le gardien des enfers, une espèce de, je me souviens plus, c'était un chien à deux têtes, quelque chose comme ça. Alors c'est vraiment juste, c'est une tradition qui remonte à je ne sais pas quand, probablement aux Romains. Puis sachant que, c'est ça, on connaissait déjà quelques lunes, mais tu as mentionné qu'on n'en a peut-être pas découvert on n'en a pas vu de nouvelles, là, mais justement, c'était quoi les probabilités de frapper quelque chose, malgré on comprend, là, il y a beaucoup d'espace entre tous ces objets-là, mais le risque là, que vous calculiez dans l'approche? Pendant la cruise, il n'y avait vraiment pas de risque. La plupart des objets sont répertoriés. C'est sûr qu'il peut toujours avoir un astéroïde quelque part qui n'a pas été vu.
Désolé. C'est pas grave. Alors, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de risques pendant la cruise là, vers Pluton. Vers Pluton, c'est sûr qu'il y avait une possibilité d'avoir des roches additionnelles, des corps célestes. Quelle est la probabilité exacte? Je ne sais pas le nombre exact, mais je pense que c'était assez faible parce que la position d'un corps céleste va influencer la position des autres. Puis selon ceux qu'on connaissait, il ne restait pas beaucoup d'espace possible pour qu'une Une perturbation soit stable. Tu sais. Mm-hmm. Alors, ça a été pas cartographié, mais on a pris des photos en approche pour pouvoir les écouter, on n'a rien vu. Alors, à la base, au départ, c'était assez minime, puis à la fin, parce qu'on a pris la décision de ne pas faire de manœuvre de diversion, là, je pense qu'on était rendu à 1/1000 de probabilité. OK. Donc, avec combien de satellites, Pluton, officiellement, là? 5. 5. Ouais. Tu es capable de les nommer en ordre alphabétique? Non. OK. C'est 5. Next, Hydra, Styx puis Kerberos. Mais c'était pas alphabétique. Yes. C'était juste l'ordre de grandeur. OK. Donc, prochaine question. Jean-Marc qui demande beaucoup de travaux reliés à des calculs où les orbites sont importantes, puis les ondes gravitationnelles dont on parle beaucoup là, ces temps-ci, avec la preuve qui a été faite. Je pense que la question peut s'interpréter est-ce que ces ondes gravitationnelles-là peuvent vous influencer dans les calculs de trajectoire, puis, ou même, ça pourrait-tu vous aider, surfer des vagues gravitationnelles pour améliorer la vélocité de la sonde, ou peu importe. Ouais, je pense pas que ça soit assez important pour ça. Honnêtement, j'ai pas étudié cette nouvelle découverte-là trop. Je sais qu'il y a plusieurs perturbations qu'on tient en ligne de compte, mais la plupart de ceux-là sont tellement minimes comparés aux forces dominantes qui nous perturbent, comme ce que j'ai parlé pendant la présentation de le changement d'orientation de la sonde, les forces de poussée. Là. Ça l'annule un petit peu tout le reste. Ça les rend moins importantes. Est-ce que ça pourrait être utilisé? Ça reste à voir, ça, sûrement. C'est intéressant. OK. Question intéressante aussi de navigation. William qui demande, William qui fait de la robotique, explique qu'en revenant à un point à plusieurs reprises, une position connue à plusieurs reprises, tu peux diminuer ton incertitude graduellement. Dans votre cas, ben, tu reviens pas, on comprend que tu ne reviens pas à la même place jamais, mais est-ce que tu peux te baser sur d'autres éléments dans ton trajet, comme des corps célestes, dont la position est très bien connue pour raffiner votre positionnement? Oui, je me demande s'il est pas venu me voir pour m'en parler après la présentation d'ailleurs. Mais ça dépend de la mission, mais effectivement, c'est un concept possible. Je vais revenir à une mission sur laquelle j'ai travaillé, Cassini, un orbiteur autour de Saturne, et périodiquement, on passait proche de Titan. Alors, c'est comme de revenir à une position connue où est-ce que nos incertitudes qui ont grandi pendant l'orbite, ben là, on est capable de se reloquer dans le système inertiation. OK. Olivier, question à rafale d'Olivier, un gars curieux. On va les passer une après l'autre. Est-ce que New Horizons pourrait être utilisé pour identifier la fameuse 10e planète dont on a parlé là, dans les derniers mois? Il faudrait être dans le bon bout du système solaire, mais peut-être que... Je sais pas, écoute, c'est une bonne question. Je ne sais pas la réponse exacte, mais je pense que ça serait intéressant de savoir. Il y aurait une possibilité d'avoir un changement sur l'accélération mesurée. Et potentiellement qu'on serait capable de cette façon-là de mesurer
l'effet de cette 10e planète-là. L'observer avec nos caméras, j'ai bien peur que non, parce je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la position de. Oui, puis sans compter, je pense qu'il mentionnait qu'elle était vraiment très loin, là. Ouais, c'est vrai. Mais Il faut je sais bien pas, augmenter. avez-vous été capable de raffiner l'orbite, tu sais, de Pluton, puis se servir de ça peut-être pour calculer une perturbation, là, parce que c'est un calcul probabiliste là, qu'ils font pour inférer cette 10e planète-là. Euh, Je pense pas que Pluton a tant d'influence que ça. Euh, Si je me souviens bien, cette 10e planète-là a été mise en théorie selon l'ensemble des corps du Kuiper Belt. OK. Pluton, qu'on l'ait bougé un petit peu, ça n'aura pas trop d'influence, je pense. Autre question, quel était le délai de communication entre la Terre et la sonde? Puis, point de suivi, quelle technologie est utilisée pour cette communication-là? OK, à Pluton, c'était 4h30 aller, et souvent, on a besoin d'un aller-retour. Alors, 9h. Quand on va être au KBO, là, notre cible, en 2019, je pense qu'on va jusqu'à 12h. Alors, c'est assez impressionnant. Côté technologie, c'est des ondes radio avec des antennes, un peu comme sur Terre quand on écoute la radio. J'ai montré les images du Deep Space Network, les grosses antennes. Il faut comprendre que quand on est loin de même, le signal qui nous revient est très faible. Alors, ça prend des grosses antennes pour canaliser ça. Je pense que ça répond à la question. Ouais, ben je vais sauter une question d'Olivier pour couvrir les questions de Maxime qui sont un peu reliées. Est-ce que tu connais les limites théoriques là, de la portée de ce signal-là qui vont vous permettre de rester en communication avec la sonde? Puis, utilisez-vous un peu comme des fois je sais pas, les landers martiens, là, des satellites, des gateways pour faire le relais avec la Terre ou c'est une communication directe? C'était direct dans le cas de New Horizons parce qu'il n'y a pas grand-chose pour nous aider. Puis de faire un relais sur Mars, ça n'aidera pas grand-chose. Mars est à côté de la Terre. C'est utile, ça, quand tu peux avoir des communications d'un lander martien tout de suite. Fait que, des fois, c'est pas direct en ligne directe avec la Terre. Alors, tu utilises un pipeline qu'on appelle un relais. L'autre question, c'est la limite. Non, je ne sais pas la limite théorique, mais je sais que ça va être probablement influencé par New Horizons lui-même et non pas le DSM, parce que nos antennes sont très grosses. C'est plus l'antenne de l'autre bord qui. Tu sais, parce qu'on lit, mettons, Voyager 1 qui est rendu relativement éloigné, puis j'en reviens pas encore que des heartbeats et même des données scientifiques sont encore envoyées et captées, là. Oui, ça marche encore. Je pense que New Horizons va peut-être, ou Voyager, pour la même idée, va probablement manquer de power avant que cette limite-là soit atteinte. Mais je ne sais pas exactement. C'est impressionnant. Dernière question d'Olivier qui demandait aussi comment tu partages les nouvelles connaissances en navigation que tu développes à chaque nouvelle mission avec ta communauté. Tu sais, nous, en informatique, on utilise des plateformes d'échange, puis on a des superstars dans la communauté qui se plaisent à nous distribuer cette connaissance-là, mais de ton côté, comment ça fonctionne? Les connaissances sont partagées, je dirais, au sein de l'équipe de Kinetics, avec nos meetings ensemble, de travailler ensemble. J'élargirais ça à la communauté scientifique, parce qu'on a souvent des conférences, parce il y a beaucoup de networking qui se fait là-bas pour partager non seulement ce que nous on fait avec des vraies missions, mais il y a le monde universitaire aussi qui est très présent et qui suit. Il y a une bonne connexion entre les deux.
c'est un peu primordial là, pour assurer un roulement de non seulement eux autres vont nous donner nos prochains employés, mais en même temps, les professeurs d'université, c'est eux qui chapeautent les missions comme ça. Alors, ils nous donnent, c'est du donnant-donnant un peu. C'est intéressant. Comment tu qualifierais le dynamisme de ta profession? Je veux dire, nous, en informatique, à chaque 18 mois, les technologies qui ont changé, puis le domaine d'affaires fait que on doit se renouveler continuellement. Là. Il n'y a pas deux projets qui se suivent qui sont pareils. De ton côté, l'effervescence de la profession de navigateur ou des techniques utilisées, ça change beaucoup, c'est statique. Je pense pas que ça bouge autant que l'informatique. L'informatique, c'est assez impressionnant. Par contre, nous, on utilise de l'informatique, c'est sûr. On fait du code, puis on s'adapte là-dedans. Nos logiciels, ils sont plus... on ne peut pas les changer tout le temps non plus. Il y a une certaine assurance qualité qui se passe là-dessus. Par contre, tout ce qui est accessoire autour, on se met à coder dans différents langages, puis on s'adapte. Mais ouais, les techniques de navigation, c'est assez stable. L'évolution se fait, oui, mais tranquillement. Et, par curiosité, le genre de langage que vous utilisez, c'est quelque chose de commun ou c'est des langages spécifiques à votre domaine? Je pense que c'est très commun. Moi, j'aime bien Python. Je me souviens quand j'ai commencé dans ce domaine-là, on utilisait Perl. Mais là, on n'en parle plus. J'ai encore des vieux scripts de Perl que je suis obligé de dealer avec. Il y a du Fortran qui se fait encore, du C++, mais puis du MATLAB. C'est difficile de passer à travers MATLAB parce que tous les universitaires utilisent ça. Là, mais en tout cas, moi, mon préféré, c'est Python. Ben oui, c'est un beau langage, c'est expressif. Puis, on arrive au bout. Nick qui nous demande, considérant le coût et le temps impliqué dans chaque mission, comment tu fais pour te protéger de gens qui diraient en période de planification, là, ben tant qu'à être, on pourrait-tu ajouter ça dans le profil de mission ou même des politiciens qui voudraient détourner une mission pour avoir des avantages politiques. Donc, comment tu t'isoles? Quel genre de contrôle tu as sur le contenu d'une mission? Il y a très peu de temps. Ça ne marche pas vraiment dans le mode de la NASA parce qu'une mission va être bâtie avec un objectif spécifique et on va s'en tenir à ça vraiment. Quand on dépasse un budget, ça arrive. C'est un peu catastrophique, mais il faut qu'il y ait des approbations qui se fassent. N'importe quel temps nous ferait dépasser le budget. Ceci étant dit, il peut y avoir dans des missions complexes des petits ajustements. Je sais que Cassini en a fait quelques-uns. D'ailleurs, j'avais participé à un redesign de trajectoire pour aller voir une lune qui s'appelait Iapetus. J'avais eu bien du fun à faire ça parce que c'était pas dans le plan de match. J'avais travaillé avec un scientifique pour le redesigner, puis j'avais proposé au projet de le faire. Il y avait dans le fond, le coût de design était absorbé parce que je faisais mon travail. C'était vraiment un coup de carburant. Il fallait changer la trajectoire je me souviens, 2 mètres par seconde, je pense, mais ça représentait une petite partie du carburant restant, puis ça avait été approuvé parce que le retour scientifique était bon. Mais en général, on s'en tient vraiment à... Je sais pas, tout le monde est d'accord, c'est pas vraiment un problème. Puis mettons, on sait que la mission New Horizons a été proposée plusieurs fois et rejetée ou reportée avant qu'il y ait le go. Rapidement, là, les raisons qui ont fait que la première proposition n'a pas été acceptée puis qu'on est allé avec des changements puis un scope différent un petit peu, c'était quoi? Et mon Dieu, pourquoi elle peut être acceptée? Souvent, c'est pas que l'idée n'est pas bonne ou que le design est boiteux. Ça peut être simplement un concours de circonstances. Tu fais de la compétition avec d'autres missions vers d'autres corps célestes qui peuvent être jugés plus importants par la NASA au moment présent.
Je pense qu'il y a un peu de politique aussi là-dedans, mais je ne sais OK. Tu as mentionné durant la conférence, là, tu as eu une courte réflexion sur l'importance des sciences, puis dans le système d'éducation, puis auprès des jeunes. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rémi Gendron là, qui demande si toi, tu pouvais influencer un peu en introduisant une seule perturbation dans le système scolaire québécois, afin un peu de mousser là, l'intérêt pour les sciences. Y a-tu déjà pensé? Sur quoi tu aimerais qu'on focus un peu plus? C'est une bonne question, Rémi. Très, très bonne. Qu'est-ce que je dirais peut-être d'y aller par l'avant parce qu'on ne peut pas passer le curriculum est ce qu'il est. Il faut qu'il enseigne des maths et du français. Mais je trouve que c'est tellement un sujet cool. Fait, s'ils font des dictées ou les élèves font des dictées ou des problèmes, si tu leur montres si tu leur donnes des textes avec un peu de science là-dedans, ça pourrait mousser l'intérêt des jeunes, je pense. Ben oui. Petite perturbation, mais plutôt que de parler de hockey ou de ce qui est bien le fun, on en parle tout le temps. On peut parler de planète. Je sais qu'à l'école de mes enfants, il se fait des projets de sciences des fois où est-ce que les enfants vont faire une recherche, puis ça les amène à aller faire du hands-on, ce qu'ils aiment beaucoup. Ben oui. Alors, écoute, c'est pas une réponse complète. J'aimerais ça t'en donner une plus belle, mais je vais y penser. On en reparlera. Bon, ben, ça fait le tour des questions. Je prends le temps de te remercier encore une fois. Je te le mentionnais là, avant qu'on débute l'entretien que les commentaires ont été généreux, positifs et surtout nombreux. Encore, je te disais tantôt, encore ce matin dans l'ascenseur, il y a des gens qui m'arrêtent pour m'en parler, donc c'est certain qu'il y a un intérêt. On s'arrangera pour en faire un autre, puis ce coup-là au centre Vidéotron, comme on disait, mais ça a vraiment été apprécié, puis je tiens à t'en remercier. Ah, cool, ça me fait plaisir. N'importe quand, ami. Je trouve ça le fun. J'espère qu'on va garder contact. Puis à tout le monde qui m'écoute, ben merci de votre support. N'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir s'il y a d'autres questions. Y a-tu de quoi qui s'en vient pour Kinetix qui pourrait être visible là, dans les médias pour nous prochainement ou à Québec ou Pas que je pense. Non, il n'y a rien d'imminent. Côté sciences spatiales, la prochaine, ça va être au CERS, qui va probablement faire les médias, mais le Kinetix ne sera peut-être pas visible. Puis côté développement d'affaires canadien, ben on verra. Je travaille fort là-dessus. Bon, ben, on garde contact. Je te remercie encore beaucoup. OK, salut. Salut, à la prochaine.